Bonsoir à tous, bonsoir à nos auditeurs qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Facebook. Bienvenue à cette présentation. Le webinaire de ce soir porte sur le développement de carrières dans l'industrie créative en RDC. C'est vrai que c'est un pays potentiellement riche, avec une diversité culturelle intéressante, où les artistes sont presque à tout coin de rue, où le talent foisonne. Et pour en parler ce soir, nous avons un panel de 4 personnalités qui sont acteurs dans la culture. Je m'en vais saluer individuellement d'abord Monsieur Mombi. Bonsoir. Bonsoir Jack, bonsoir tout le monde. Et bonsoir tout le monde qui nous suit online. Content d'être là avec vous ce soir. Toujours dans ce panel, j'ai Stéphanie Suffren. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci pour l'invitation. Stéphanie est dans la musique avec une longue carrière dans la production. Elle est parmi les créatrices du festival Jazz, du Jazz Festival à Kinshasa. Avec nous aussi Emmanuel, qui est Emmanuel Bouyamba depuis l'Afrique du Sud. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tout le monde et tout le monde qui nous suit. It's good to be here. Avec nous ce soir aussi Laetitia Kandolo. Bonsoir. Bonsoir, salut tout le monde. Ok, sans plus tarder, chacun de vous va se présenter dans ce qu'il fait très rapidement, 2-3 minutes, et ce sera bon. On commence par Laetitia. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle donc Laetitia Kandolo. Je suis styliste et directrice artistique. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Ushawi, qui est produite au Congo. Et à part ça, je suis styliste pour de nombreux artistes et de nombreux labels, à savoir Fally Ipupa. J'ai pu travailler avec Rihanna, Beyoncé, et je fais de la direction artistique chez Universal Music Africa à Abidjan. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia. On aura beaucoup de questions à poser dans le domaine de la création et du stylisme. Stéphanie, brève présentation de vous. Allô, Stéphanie? Oui, connexion pas au top. J'espère que vous m'entendez. Je m'appelle Stéphanie Suffren. Je suis productrice d'événements. J'ai une agence de communication qui est basée à Kinshasa et nous travaillons à Kinshasa, Brazza et maintenant en Éthiopie depuis quelques semaines. Voilà, donc production d'événements musicaux mais aussi autour des arts visuels. Voilà, dans un contexte sanitaire, économique difficile. Merci beaucoup, Stéphanie. Mombi est parti. Allô, je suis toujours là ou pas? Oui, brève présentation de vous, Mombi. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mombi, en live à partir de Kinshasa. Voilà, je suis un artiste. Je pense que la plupart me connaissent comme un artiste chanteur. Et voilà, donc entrepreneur culturel, je préfère utiliser parce que je touche quand même pas mal de différents domaines dans la culture. Et c'est dans d'autres sphères, mais aujourd'hui on est focalisé sur la culture et donc c'est avec grand plaisir que je vais essayer de partager un peu mon expérience et échanger avec tout le monde ce soir afin qu'on puisse trouver des pistes positives. Merci, Mombi. Le dernier à se présenter, c'est cela, Emmanuel Bouyamba, réalisateur de films depuis l'Afrique du Sud. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Emmanuel Bouyamba. Je suis réalisateur et producteur en matière audiovisuelle. Et je suis aussi entrepreneur et
business developer. Je suis pas très sûr comment traduire ça, mais business developer. Je travaille dans les films, les séries, music videos et même les publicités télé. J'ai été à Kinshasa à la fin de l'année passée pour tourner quelques publicités. Je suis là à partir de l'Afrique du Sud. And then, ouais, voilà. À Mombi, qui nous suit depuis, qui est là depuis Kinshasa, Mombi, comment vous arrivez à créer vos œuvres actuellement, que vous êtes basé plus souvent en Kinshasa et un peu moins en Europe? Donc, moi, en ce qui concerne la création et le côté créatif et production, j'ai quelques petites stations de travail dont la majorité du temps que je passe à créer, c'est chez moi à la maison. Hein, j'ai transformé un peu mon pull house en studio. Donc, je travaille beaucoup à la maison et j'accueille des artistes musiciens avec qui je travaille. Question d'échanger des idées et pas rester seulement braqué dans son propre sphère, dans sa propre sphère. Et voilà, j'ai été à Goma récemment où j'ai travaillé en studio à Goma, donc ça s'était super bien passé, c'était top. Quoi d'autre? Ouais, donc c'est un peu comme ça que je travaille ici à Kinshasa. Je fais souvent les produits, je fais souvent les démos et que après je finalise dans mon studio à Dubaï ou bien à Stockholm, dépendamment de où je suis. Donc c'est un peu comme ça que je travaille en ce moment. Mombi, la particularité avec vous, c'est que vous êtes un musicien, un artiste musicien qui n'a pas commencé ici à Kinshasa, mais que Kinshasa a découvert depuis la Suède. Quels ont été les facteurs ou les éléments qui vous ont permis de vous développer et de développer votre carrière? Bon, il faut répéter la question, je n'ai pas vraiment bien saisi, excuse-moi. Quels ont été les facteurs, les éléments qui vous ont permis de vous faire connaître, de développer votre carrière? Parce qu'à Kinshasa, généralement, les artistes commencent d'abord à Kinshasa avant de s'exporter. Mais vous, vous avez d'abord été connu depuis l'étranger et Kinshasa vous a adopté. Comment vous avez fait et comment vous avez procédé? Ah, bon, moi, bon, vous savez, la relation que j'ai avec les fans de la musique à Kinshasa et au Congo de manière générale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment c'est une longue relation qui a commencé en 2002 ou 2003, je pense, quand j'étais avec mon frère dans un groupe qui s'appelle Avalon. Et après, beaucoup de gens n'ont pas vraiment fait le lien. En fait, que oh, c'est Mombi de Avalon qui revient qui revient en solo, en fait. C'est un peu plus tard que les gens ont compris que, au fait, on le connaît depuis longtemps, ce monsieur. Bon, pour répondre à la question directement, je pense que les éléments, moi, qui ont fait que, à un moment donné, j'ai pu me retrouver au bon endroit et au bon moment, c'est le risque, c'est de vouloir et la volonté et de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas avoir peur et juste prêt à prendre des pas qui, pour beaucoup de gens, peuvent paraître très compliqués et des grands pas. Souvent, on hésite de sortir de sa zone de confort, mais c'est souvent des pas qui sont nécessaires à prendre pour pouvoir atteindre justement ses objectifs. Donc, moi, ma réponse, c'est que c'est l'élément principal, par le talent, évidemment, et la volonté, c'est le risque, la prise de risque. De oser pour faire le pas. Moi, je suis allé à Los Angeles, je connaissais personne, j'avais pas grand-chose en poche, mais je me suis dit que voilà, l'échec n'était pas une option. Alors, pour rester dans le même registre musical et artistique, Stéphanie, elle est parmi l'une des créatrices, l'organisatrice du Jazz KIF, un festival de musique jazz à Kinshasa. Stéphanie, d'où vous est venue l'idée de vous focaliser, de vous intéresser plus au jazz à Kinshasa où
la musique pratiquée, c'est pas vraiment le jazz vers lequel les gens iraient facilement. Alors, petite rectification et qui a son importance, je n'ai pas créé le Jazz Kiff Festival et c'est bien ça le cœur du débat, puisqu'en réalité, ce festival a été inventé, mis en place il y a une quinzaine d'années par une bande d'amis menée par Paul Leperc, percussionniste célèbre de la RDC. Et après, des questions d'aléas de production, voilà, avec les principaux partenaires, il a été décidé de professionnaliser un peu ce festival et c'est à ce moment-là qu'on me l'a confié en tant que productrice déléguée. Et c'est bien tout le problème, et on est au cœur du sujet que vous évoquez, c'est que les artistes d'aujourd'hui à Kinshasa ont la contrainte d'apprendre presque une dizaine de métiers en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se contenter d'être seulement artistes. Je crois que Mombi en est un excellent exemple. Ils doivent être chefs d'entreprise, ils doivent être des communicants, ils doivent être responsables de leurs relations publiques et éventuellement et souvent producteurs de leurs propres concerts, éditeurs et parfois producteurs discographiques. Et c'est un petit peu dans cette idée d'accompagner des artistes et des entrepreneurs que moi je suis intervenue sur le Jazz Kiff. C'est-à-dire comment faire en sorte d'accompagner des artistes qui ont le souhait de devenir des entrepreneurs, mais les journées font 24 heures et ils n'ont pas forcément le temps et surtout, ils n'ont pas toutes les compétences parce que faire de la musique, c'est une chose et produire un festival, c'est une autre chose. De la même façon, moi, je me vois mal être la choriste de Mombi sur un concert, voyez-vous, chacun son métier. Et c'est aujourd'hui la difficulté aiguë à laquelle sont confrontés les artistes dans le monde entier, certainement, mais encore plus en Afrique, où ils doivent exceller de partout, au risque de ne pas éclore, voire de disparaître. Stéphanie, Kinshasa a une particularité, c'est que les structures qui gèrent les musiciens souffrent d'un manque parfois d'organisation ou des moyens. Et comment vous arrivez déjà à prendre les artistes en charge et comment vous arrivez à développer certaines carrières et mettre en place des structures, des spectacles, trouver des productions pour ces artistes? Bon, c'est une question à laquelle la réponse pourrait faire l'objet d'une encyclopédie, parce que chacun sait que produire un événement au Congo, c'est extrêmement compliqué. Alors, pour répondre à votre question, à mon avis, la seule recette du succès possible, c'est le collectif. Et pour ça, c'est la formation. Il est clair qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, et le Congo n'est pas le seul, il y a peu de formation académique, théorique et aussi pratique pour devenir un professionnel du monde du spectacle vivant. Je parle là des régisseurs plateau, son, lumière, de la direction de production, de la communication, de la recherche de mécénat. Et qu'en fait, nous, notre volonté et notre mission, si je peux l'appeler ainsi, c'est de former toutes ces compétences pour pouvoir organiser des événements aux standards internationaux. Sur un événement comme le Jazz Kiff, le bassin d'emploi, grosso modo, il est de 300 à 400 personnes qui travaillent sur le festival, pas toute l'année, bien sûr, on n'emploie pas 400 personnes sur toute l'année, mais pendant 3-4 mois. Donc, c'est énorme. En réalité, c'est une grande chaîne de compétences. Et la seule façon d'arriver à produire un événement qui soit correct, c'est de se former. Je parle aussi pour moi, bien sûr, et de se former encore et toujours, puisque les techniques avancent très vite, que le matériel, par exemple, de son ou de lumière ou de scénographie ou de projection vidéo est obsolète au moment où il est sorti et encore plus au moment où il arrive à Kinshasa et que sans cesse, on doit se former pour être au niveau. Je crois que c'est le défi principal qui nous fait nous lever tous les matins et aussi essayer de ne pas être dans la fatalité de se dire bon on est à Kinshasa donc le concert peut être moyen, quoi, c'est pas grave. Moi je refuse ça.
pas parce qu'on est à Kinshasa que c'est moyen. Ça doit être à Kinshasa comme c'est ailleurs, ou alors ça doit ne pas être. Et on doit avoir ce niveau d'exigence tous. Et je crois que dans le secteur de la production artistique et événementielle à Kinshasa, depuis quelques années, il y a un véritable saut et une amélioration, une vraie professionnalisation des acteurs. Et ça, en cela, je trouve ça très positif. On est seul, très seul, pas de politique publique de la culture, peu de moyens, donc contraints à chercher des entreprises privées qui nous aident, mais aussi qui nous donnent des contraintes en termes de visibilité qui sont parfois très fortes. Ils attendent des retours sur investissement. Ce n'est pas toujours facile d'organiser un festival et de promettre des retours sur investissement. Donc, c'est vraiment un pari business multifocal à chaque fois qu'on doit relever. Et pour ça, il faut des compétences. Et avant de te libérer, Stéphanie, est-ce que les compétences, vous arrivez facilement à les trouver? Quelle est votre recette pour trouver les compétences par rapport à vos exigences et par rapport à vos attentes? Bon, nous, chez Néo, puisque c'est donc mon agence qui s'occupe de la production, par exemple, du Jazz Kiff et du Red One Festival, on a fait un pari assez osé de mixer des compétences très juniors locales qui ont envie et qui ne sont pas forcément formées à la base, mais qu'on forme sur plusieurs années, et de mettre aussi à disposition des ressources extrêmement qualifiées qui peuvent venir de l'étranger, d'ailleurs en Afrique, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud et d'Europe. Voilà, c'est de vraiment mélanger les acteurs, à la fois des gens très formés qui ont envie de transmettre et des gens juniors qui ont envie de se former et de faire ce métier plus tard. Merci beaucoup, Stéphanie. Laetitia Kandolo est partie? Non, je suis là. Mais comment on décide du jour au lendemain de devenir styliste? On ne décide pas du jour au lendemain. Non, je ne pense pas que ça s'est fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai grandi un peu dedans. Toute la famille de ma mère sont des couturiers et couturières. Et mon père était un élève de l'INA, donc l'Institut national des arts de Kinshasa, et il a été prof là-bas. Donc, je pense que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que je suis carrément née dedans, en fait. Et avec le temps, j'ai su faire l'alliance entre mon père et ma mère. Et du coup, je fais de la mode dans la musique, comme par hasard. Et après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aimais déjà les arts. J'aimais les arts globalement, mais j'ai voulu travailler dans la photo, j'ai voulu travailler dans la musique. Et finalement, je dirais que le costume de scène, c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire de la mode dans la musique. Donc, dans tout ce qui est, de tout ce qui est auprès des artistes et après tout ce qui est musique vidéo et contenu de communication pour toutes ces personnes qui souhaitent communiquer sur leur musique. Laetitia, est-ce que votre passé culturel vous inspire dans vos créations pour les artistes? Et comment elle vous inspire? Absolument. Je pense que c'est aussi ce qui fait que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui et que j'ai peut-être une touche très personnelle dans tout ce que je crée. Et ce qui est vraiment important pour moi, que ce soit dans mes créations au niveau des vêtements ou tout ce que je mets en place visuellement avec tous les divers artistes avec qui je peux travailler, c'est vraiment de raconter une histoire, que ça puisse venir de mon expérience personnelle et de se rallier avec ce que tous ces artistes souhaitent faire passer comme message en utilisant leur musique généralement.
Mais je suis très, très attachée à ma culture et du coup, finalement, même quand je ne veux pas, je sais qu'inconsciemment, je raconte toujours des choses qui viennent de notre culture à chaque fois. Ça fait partie de moi, en fait. La rencontre avec Rihanna, ça se passe comment? Et qu'est-ce qui vous inspire dans la La rencontre création du avec qui? premier Excusez-moi, j'ai pas modèle entendu. avec Rihanna? La création, elle s'est faite comment? La création de cette rencontre, Oui, je dirais que c'est un peu comme ce que Stéphanie dirait, c'est que sur Paris, ou je pense dans, en tout cas, toutes ces grandes villes, les choses sont très structurées. Donc, les rencontres, elles se font pas forcément par hasard comme ça, mais c'est simplement que à Paris, je suis représentée par une agence, comme un artiste est signé dans un label. Moi, je suis signée dans une agence de stylisme. Et du coup, cette agence, son rôle, c'est de te booker au même titre qu'un artiste, on le bookerait sur un jazz kiff ou sur un autre événement. Leur travail, c'est de me booker auprès de différents artistes. Et parmi ces artistes, il y avait Rihanna. Après, l'avantage qui se fait, c'est que quand on fait bien son travail, le client que vous avez, il vous reste fidèle. Il y a des liens qui se créent, il y a des habitudes qui s'installent. Et du coup, j'ai eu la chance, si je peux dire ça comme ça, de travailler avec elle, pas que sur un projet, mais sur plusieurs projets euh, à compter de l'album Diamond et la tournée qui précède, enfin qui présente cet album, jusque son dernier album en date aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui est tourné, ça va être tout ce qui est presse-papier, les apparences publiques, ça peut être des campagnes publicitaires avec des marques. C'est vraiment quelque chose de très très global. lorsqu'on Mais habille ça date du coup ouais, de quelques années, 2014, 2013, je pense, quelque chose comme ça. lorsqu'on habille des stars planétaires, on peut le dire, comment on arrive à avoir la tête froide et continuer toujours à avoir l'inspiration pour créer? Toutes ces personnes, elles sont demandeuses d'innovation. Quand elles vous appellent, c'est certainement pas pour avoir la même chose que d'autres artistes. Donc déjà, vous êtes contraint de continuer à innover. Et puis l'avantage, je pense que j'ai eu, c'est que j'ai toujours été formée par des personnes qui avaient des carrières encore plus impressionnantes que ce que moi je peux vous présenter. Et toutes ces personnes, elles ont toujours été très humbles envers moi. Donc du coup, ça vous donne une gifle à chaque fois que vous rencontrez ce genre de personnes. Et c'est vrai que l'autre partie de moi qui est rattachée à mon pays d'origine, qui est le Congo, je suis souvent ici. Et quand on revient souvent, on se dit qu'il y a encore une longue route à faire et vous êtes obligé de garder les pieds sur terre à un moment. On est obligé de garder les pieds sur terre à un moment parce qu'on voit tout ce qui n'est pas fait et ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail en fait. Merci beaucoup, Laetitia Kandoro. Je reviendrai. Alors, je donne la parole à Emmanuel Mbouyamba. Le cinéma, pourquoi? Oh, wow. C'est plutôt question un peu plus compliquée que ça. Pourquoi? Bon, au départ, je veux répondre en disant que j'aime bien raconter les histoires. J'aime faire partir de, raconter les histoires. Parce que c'est arrivé quand je suis arrivé, enfin, déjà depuis que j'étais tout petit, tout gamin. Je me rappelle, on suivait un dessin animé de Mowgli. Je pense que tout le monde connaît Jungle Book, avec Mowgli et tout ça. Et donc, je regarde ma mère, je dis, bon maman, mais pourquoi, c'est comment ils font ça? Est-ce qu'ils sont dans la télé? J'avais à peine 4 ans. Et ma mère qui me regarde était tellement fatiguée, je posais trop de questions. Elle me dit, tu sais quoi? Au lieu de me poser des questions, attends, quand je vais grandir, mange tes légumes, mange tout ce que je te dis de manger. Après, tu vas apprendre comment faire tout ça.
Donc, c'est déjà parti de là. Mais en grandissant, je suis passé dans beaucoup trop de choses. J'étais déjà dans le marketing, la communication, développement d'entreprise et tout ça. Et je travaillais pour des agences de communication. Donc, on avait des clients et on allait voir les maisons de production justement pour tourner des publicités et des histoires comme ça. Et après, j'ai commencé à travailler comme freelance où je créais des concepts marketing pour des compagnies ou les maisons de... Et on m'a approché justement par une maison de production qui s'appelle The Video Lounge pour que je crée un concept de marketing. Donc, j'ai mis en place avec mon équipe un concept de marketing pour 52 pays pour la maison de production. Après, ils me disent, bon, ça te dirait pas de gérer ce côté marketing pour nous? Et c'est à partir de là, j'ai géré ça et on a eu un client, il fallait tourner une publicité euh, pour le client et le producteur justement qui devait être là, bah, il n'était pas là. Et ce que j'ai fait en 48 heures, c'est que je suis parti sur YouTube. J'ai fait beaucoup de recherches pour la production et j'ai produit ma première publicité en étant ma marketing director. Et donc, la compagnie a beaucoup aimé. Ils ont dit, mais ah ouais, c'est bien. Et pourquoi tu n'en rentres pas dans les cinémas? C'est comme ça que j'ai eu le internship à partir de là dans beaucoup de maisons de production. J'ai travaillé en tant que, enfin, j'ai commencé vraiment en bas, hein. On commence en tant que runner, vous portez les choses, vous courez, on vous dit, vas-y, tiens, va là-bas, viens ici, travailler pendant 19 heures la journée. Et petit à petit, j'ai commencé à construire mon showreel ou bien mon CV. Et c'est comme ça que j'ai commencé à grandir dans le cinéma, jusqu'à ce que j'ai écrit ma première histoire, c'est ma première publicité, c'était pour Fanta. Et quand j'ai écrit cette publicité-là, les gens ont beaucoup aimé et j'ai travaillé en tant que co-producteur avec un très grand producteur ici. Il y avait aussi Debbie Terry, qui est une très grande productrice, qui m'a pris sous ses ailes. J'ai travaillé et puis j'ai produit ma première production qui a gagné un prix, meilleure production de l'année en Afrique du Sud. Ensuite, ma deuxième. Et puis, je suis parti faire un internship avec des réalisateurs comme Sean Marco, Derek Greger, euh, Lou Wax, où j'ai travaillé en tant qu'assistant réalisateur et ensuite réalisateur. Et voilà, et depuis tout ce temps-là, j'ai toujours aimé justement raconter les histoires. Et c'est comme ça que je suis justement arrivé à Kinshasa en 2018 pour essayer de... Parce que ça faisait peut-être 10 ans hein, que je n'étais pas rentré au Congo. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'histoires à raconter, tellement d'histoires congolaises que personne n'a encore touché. Je peux regarder, par exemple, le cinéma, les 10 derniers grands films qui sont à la télé en ce moment, c'est des histoires ou c'est des reboot stories ou c'est des histoires qu'on a déjà racontées, qu'on raconte d'une certaine manière. Mais arrivé à Kinshasa, juste sur le boulevard, 10 minutes sur le boulevard, j'ai été inspiré de peut-être 20 histoires que je n'ai jamais entendues, jamais vues. Et voilà, c'est pour ça que cette industrie, vraiment, je dirais, c'est ce que je suis né à faire. En parlant de la RDC, vous dites que Kinshasa, il y a beaucoup d'histoires à raconter, mais qu'est-ce qui explique que c'est une industrie que qu'on ne voit pas souvent, même sur la scène africaine? On connaît le cinéma nigérian, les Sénégalais arrivent, les Ivoiriens, il y a les Camerounais, mais le cinéma congolais, il peine encore. Comment peut-on arriver à développer cette industrie? Ah, c'est une très bonne question. J'en parlais beaucoup avec mes collègues sur Kinshasa.
La vérité, c'est que l'industrie du cinéma, c'est pas une industrie qui est, comment je dirais, moins chère. Le plus grand problème avec cette industrie, c'est que ça coûte cher. Il y a énormément du monde qui doivent être ensemble pour essayer de produire quelque chose de pertinent. C'est-à-dire, je ne parle même pas des acteurs, parce que en général, avec une bonne direction, un Congolais moyen sur Kinshasa ou ailleurs est en mesure de act. Le problème qui s'ensuit, c'est déjà, bon, on a les équipements il faut un certain nombre d'équipements, les caméras, qui coûte énormément beaucoup d'argent et l'équipe, les lumières et tout ça, et les licences, parce que c'est pas toujours facile de trouver les licences à Kinshasa. Genre, OK, on va fermer le boulevard, tout ça, il y a beaucoup de monde, c'est pas toujours très facile. Ensuite, on n'a pas la culture d'investir dans les projets comme le cinéma ou même les petits projets sur Kinshasa. Parce que le pouvoir d'achat, il est assez compliqué à Kinshasa. Et ensuite, trouver des personnes qui veulent, écoute, investir de l'argent pour produire quelque chose, ensuite le revendre pour qu'ils récupèrent leur argent. Ce, ce chemin-là à Kinshasa, encore dans, il est encore, il y a beaucoup trop de travail à fournir en ce moment-là. C'est pour ça que ça devient beaucoup plus compliqué. Et en termes de publicité, en général, quand on ouvre une petite maison de production sur Kinshasa, on essaye d'avoir des publicités, créer un certain fonds pour ensuite produire ou autoproduire des petits films, mais il n'y a pas une grande connaissance à ce niveau-là. Et donc, même les agents publicitaires ou les maisons de communication ou les compagnies eux-mêmes qui font la publicité ne voient pas la demande de dépenser un peu plus d'argent qu'il faut. On n'investit vraiment pas autant qu'on peut à l'étranger sur les arts à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, je pense. Mm. Je pose la question à Stéphanie. Euh, Emmanuel parlait de la rentabilité, mais comment, Stéphanie, dans le domaine musical à Kinshasa, vous arrivez à être rentable? Stéphanie? C'est simple, on y arrive. La culture en RDC, c'est structurellement déficitaire. Bien heureux celui qui aura produit un concert d'un artiste même très en vue qui pourra me dire qu'il a fait du bénéfice. Voilà. Je veux dire, nous, on a produit des choses confidentielles comme effectivement des formations de jazz, mais aussi des artistes très en vue. Je pense à Dadju, je pense à VG Dream, je pense à Manu Dibango, je pense à des artistes qui ont un public je veux dire, incontestable, mais il y a plusieurs problèmes. La billetterie est quasiment inexistante, c'est-à-dire que le seul chemin possible est d'avoir un billet d'entrée très faible pour avoir le public qu'on veut avoir, c'est-à-dire, on va dire, entre et $10 la place. Hein, on va grosso modo pour avoir du public et pour rencontrer l'adhésion de la population. Parce que si on fait des concerts, c'est pour les gens, c'est pas pour nous-mêmes. C'est que si on invite un artiste de loin, qu'il vienne, on veut lui assurer une salle pleine. Hein. Vous comprenez bien qu'on peut difficilement dire à un artiste, écoute, viens faire un concert à Kinshasa et il y a 4 personnes dans l'assistance. Donc, on doit avoir une billetterie très peu chère. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait faire des chiffres astronomiques d'entrée pour pouvoir rentabiliser. Et il est bien difficile aujourd'hui à Kinshasa d'organiser un concert avec 10 000, 20 000 personnes dans des conditions de son, d'image, de billetterie et de sécurité optimales. Donc, en réalité, le concert est structurellement déficitaire et il n'est
soutenable par les producteurs que s'il est entièrement financé par les privés et par les sponsors. Et ce qui pose un véritable problème puisque il y a une forme de toute puissance des entreprises sur l'industrie du spectacle puisque ça ne repose que sur eux. Donc, leurs attentes sont légitimement très fortes et leur pouvoir n'a aucun contre-pouvoir, si je puis dire, puisque en réalité, ils sont les seuls aujourd'hui à nous venir en aide. Et après, il y a un point très important que je soulignais pour rebondir sur les questions de la production cinématographique, qui peut paraître aussi un détail, mais qui est très important, et je pense que Tissia doit vivre ça dans le monde de la mode. Kinshasa est une ville très chère. Donc en réalité, même si les paysages sont incroyables et qu'on se dit ah super, on va faire un shooting dans le Bas-Congo, je dis n'importe quoi, ça va être top. Bah non, en fait, ça va pas être top parce que le billet Paris ou Bruxelles, Mwanda, il coûte une blinde, que les hôtels coûtent cher, qu'avoir un visa ça coûte cher, voilà, et que en fait c'est une ville qui coûte cher en termes de production. Je veux dire, un hôtel correct pour mettre des artistes à Kinshasa, c'est cher. C'est quoi? C'est 200 $ la nuit. Vous imaginez si vous avez. Donc, ça fait partie des problèmes. Vous avez des villes africaines, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à Abidjan, je pense à Dakar, où les coûts de production sont plus faibles, où les facilités aussi en termes administratifs sont plus aisées. Donc, il est plus simple de capitaliser et de faire venir des grosses équipes. Donc, on a ce problème. Donc, on n'est pas rentable. On est toujours motivé, mais pas rentable. Alors, Laetitia, comment dans une ville chère, je pense que vos créations, on se les arrache à Kinshasa, vu que c'est une ville chère et que les gens viennent s'habiller. Non, pas du tout, parce que ouais, c'est comme Stéphanie a dit, c'est une ville chère, mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est, encore une fois, c'est vrai que contrairement à Abidjan, et je le vois parce que j'ai pu faire le comparatif en ayant un petit bout de ma vie là-bas. Euh, en fait, on n'a pas de réelle classe moyenne. Ici, on est soit dans le rouge ou on est soit tout en haut. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que pour une personne comme moi, qui arrive avec ce type de marque de vêtements, en vérité, c'est une marque de vêtements qui est destinée à une classe moyenne. Ce qui fait que, en réalité, Kinshasa, par rapport à ma marque, ça reste principalement un pôle de production, mais c'est pas Kinshasa qui fait vivre ma marque d'un point de vue financier en fait. Les acheteurs, ils sont principalement à l'extérieur de ce pays. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui achètent ici, mais c'est pas les principaux acheteurs. Ce sont des amoureux de la mode, mais après, ce qu'il faut pas oublier en termes de réalité du pays, c'est que le porte-monnaie de la majorité des Quinois, il leur permet pas non plus de faire ce type de dépenses en fait. Donc c'est très compliqué. Je pense que Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est construire aujourd'hui, c'est construire aujourd'hui pour demain, parce que on sait aussi que malgré tout, il y a de plus en plus de personnes qui reviennent sur le continent, et que toutes ces personnes, dans 5 ans, dans 10 ans, et même tout de suite, elles ont besoin de s'habiller quand elles arrivent sur place, sans avoir à se poser 10 000 questions, à savoir où est-ce que je peux trouver ça aussi. Et c'est des choses qu'on essaye de construire dès maintenant, parce qu'on sait qu'en fait, ça va nous prendre du temps et que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais quand on va justement dans une ville comme Abidjan, on voit que tout ce qu'on essaye de mettre en place ici, ce sont des choses qui sont déjà plus ou moins acquises là-bas. Et parce que, encore une fois, d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus facile de s'installer à Abidjan. C'est beaucoup plus facile de faire ramener une chaîne de vêtements déjà existante dans une ville comme ça, qui a beaucoup plus de structures et d'infrastructures. merci Laetitia. Moambi, comment tu arrives à vivre de ton art à Kinshasa où on n'achète presque plus des disques, où la piraterie se retrouve à chaque coin de rue? Comment tu arrives à t'en sortir?
Ton micro, Mombi, ton micro est Désolé. encore fermé. Ok. Non, en fait, je disais que mon cas à moi est un peu particulier dans le sens où moi, j'ai la majorité des gens qui consomment ma musique sous forme de streaming ou d'achat de disques ou de euh, c'est vraiment les quatre coins du monde, quoi. Moi, quand je reçois un rapport de royalty, par exemple, des droits d'auteur, hein, les royalties, c'est ce on est payé pour avoir créé une œuvre. Donc, chaque fois qu'elle est exploitée ou elle est utilisée, ben, il y a quelque chose qui retombe au créateur. Donc, dans ce cas ici, c'est donc le créateur de musique. Ils ont une composition de musique. Donc, moi, je reçois un rapport, par exemple, des royalties. C'est de l'argent qui provient de la Russie, de l'Argentine, les États-Unis, le Japon. Donc, mais jamais je vois la RDC sur ces rapports. Et c'est là où on a un gros souci, en fait. Et c'est là où il faut vraiment la base fondamentale. Le salaire de quelqu'un qui crée quelque chose, c'est le droit d'auteur. Et nous, malheureusement, ici, c'est un combat que je mène, c'est pour ça que j'en parle. Et c'est quelque chose pour laquelle on fait vraiment des gros efforts en ce moment. Mes coéquipiers et moi, c'est de vraiment essayer de faire pousser à ce qu'il y ait une réforme en ce qui concerne la gestion des droits d'auteur ici chez nous, parce que ça empêche beaucoup de monde, de gens, justement, à vivre de leur art. Hein? Et c'est la base, c'est vraiment la base. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Comment j'arrive à vivre à Kinshasa de mon art? Ben, moi, dans ce cas ici, j'exporte ma musique. Donc, je compose pour d'autres artistes des chansons et des compositions qui font des gros cartons. Pour moi-même aussi. Et voilà, donc c'est très, très dur aujourd'hui pour quelqu'un qui est juste compositeur, par exemple, de vivre de son art. Hein. Un artiste de manière générale. Faut pas se voiler la face. Notre industrie musicale aujourd'hui, elle est à un stade embryonnaire. On est toujours dans l'artisanal ici chez nous. Donc il faut vraiment se débrouiller. Il faut essayer Et c'est pour ça qu'on a une mauvaise la perception du musicien, c'est que c'est un mendiant. Hein, et ça, c'est juste parce que nos autorités n'ont jamais pris le temps, n'ont jamais mis l'importance là où il faut normalement. C'est le cœur de la culture, c'est les créateurs. Hein. Les études que nous avons menées disent que les droits d'auteur en RDC pourraient générer entre 50 et 70 millions de dollars par an. Et aujourd'hui, je ne pense même pas que les gens qui sont derrière ces structures, comme par exemple la Socoda, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Je ne pense pas qu'on arrive à 1 million de dollars aujourd'hui de récolte et de recettes. Et après, il faut se poser la question, comment est-ce que c'est 1 million de dollars de partager? Qu'est-ce qui ne marche Qu'est-ce qui ne marche pas? Et quelle est la clé de répartition? Où va cet argent? À qui? Chez qui? Et pourquoi? Donc, je pense qu'il est bon temps des artistes et de tous les collèges confondus. Hein, les droits d'auteur, ce n'est pas seulement pour les musiciens. Les droits d'auteur, c'est pour les créateurs. Donc, les peintres, les stylistes, par exemple, voilà. les créateurs comme Emmanuel, qui fait aussi son art et ses œuvres. Les droits d'auteur, c'est pour tout le monde. Quoi. Tout le monde qui crée quelque chose. Même les cuistots, même les chefs, même les peintres. Donc, la culture, ce n'est pas que la musique. C'est tellement vaste et je pense qu'il est tant qu'il n'y aura pas eu une vraie pression, une sérieuse pression, ben, être artiste, ce sera toujours essayer de vendre essayer de vendre son tableau sur le boulevard pour $10, ou bien au marché des voleurs, ou bien à s'attendre à ce qu'on reçoit un petit Drix quand on joue au mariage de quelqu'un. Il faut qu'on bête Talibana. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, il faut avancer. Je voudrais poser la même question à Emmanuel, qui est dans une industrie
qui coûte cher, la réalisation coûte cher, mais comment il arrive à vivre ou à tenir dans des conditions congolaises, comment il arrive à être rentable. Oh, wow. Pour moi, ce serait la même chose que mon hobby, hein. J'étais à Kinshasa, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de production, mais en fait, c'était justement pour avoir payé les local hire ou les personnes, l'équipe sur Kinshasa, mais c'était vraiment pas, ça n'arrivait même pas à couvrir mes billets, quoi. Moi, c'est plutôt à l'étranger que on essaye de s'en sortir et puis investir au Congo, parce que comme Laetitia disait, donc on se prépare pour le futur. On espère que dans un futur proche, ça va avancer. C'est comme ça qu'on essaye de vivre jusque-là. Je suis juste en train de voir avec Yvon et le staff si on peut déjà, comme on est en direct sur Facebook, il y a des gens qui nous suivent, vous préparez déjà quelques questions parce qu'on est vers la fin de ce webinaire sur le développement de carrière dans l'industrie créative en RDC, où on se rend compte qu'il y a plus de défis, plus de difficultés. Mais à tout un chacun, en 1 minute, je commence par Stéphanie. Comment vous arrivez à tenir malgré les défis et les difficultés? Comment on arrive à tenir et à continuer? Allô, Stéphanie? Oui, c'est un délicat mélange, je pense, de passion, d'acharnement et aussi de satisfaction de voir quelques projets, quelques carrières qui aboutissent. Moi, j'ai eu vraiment la chance, et je vais raconter une anecdote parce que c'est quand même assez extraordinaire. J'étais attachée culturelle à l'ambassade de France à Kinshasa entre 2001 et 2004. Et j'organisais des concerts pour les jeunes artistes urbains. Ça s'appelait La Panique du Vendredi. Et il y avait toute la communauté hip-hop qui était là. À l'époque, c'était les Baoutakin, les PNB, quand Lexus n'était pas Lexus, Bebson de la rue. Et un soir, il y a un grand gaillard qui est venu me voir, qui me dit ouais, nous, on arrive de Suède, on est du Congo. Est-ce qu'on pourrait faire un titre sur scène alors que le programme était déjà fait? Et c'est là qu'on a fait monter sur scène Avalon avec Mombi. Donc, c'était vraiment… Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je pense que c'était en 2003-2004. Et voilà, en fait, pourquoi on continue? Pour ça, parce que quand on voit la carrière de Mombi aujourd'hui, l'extrême lucidité qu'il a sur les questions de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, des droits voisins. Aussi, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Ticia sur des projets hyper pointus, et quand je vois sa maturité et son talent à l'âge qu'elle a, c'est ça, en fait. Hein, c'est ce genre de rencontres qui nous permettent de continuer. Et puis, aller savoir de quelle maladie psychiatrique grave je suis atteinte, mais moi, je crois encore à la RDC. Merci Stéphanie. Mais Mombi, je pense que comment tu fais, malgré les difficultés, tu peux changer, faire autre chose. Mais pourquoi continuer alors que le Congo n'est pas un marché porteur? Moi, je pense que, bon, d'abord, de un, je pense pas que le métier d'artiste est un métier. Je pense que c'est une vocation. Hein. Je pense que c'est plus fort que nous. Quand on veut créer quelque chose, c'est à l'intérieur de soi, ça vient et il faut l'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Donc, j'aurais pu, même si j'étais un artiste pauvre ou avec des difficultés financières, je resterais toujours un artiste. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose dans ma vie. Maintenant, je peux pas le dire avec certitude, mais je pense que j'allais toujours être quelqu'un de créatif et qui voudrait faire de la musique tous les jours. Pour moi, c'est comme manger. Maintenant, tu as posé une bonne question. Tu as dit pourquoi je ne fais pas autre chose. Je suis arrivé à un stade dans ma vie, dans ma carrière, où je peux me permettre justement de faire autre chose.
je réalise que j'ai aussi d'autres rêves que d'être seulement artiste éternellement sur scène avec le spotlight et les caméras sur moi et les fans et les selfies. Je pense qu'il y a un moment donné, si on a vraiment envie d'être un leader, chose que j'ai envie d'être et chose que je sens que je suis, ben, mon rôle à moi en tant que leader, c'est de créer d'autres leaders et pas de m'acharner et faire une obsession de combien de followers j'ai, mais plutôt créer des leaders qui vont, eux, à leur tour aussi, créer des gens qui vont servir de locomotive pour ces jeunes artistes et ces jeunes rêveurs, parce qu'être artiste, c'est être un grand rêveur. Et on a le droit de rêver. Et il faut permettre aux gens de rêver, à cette jeunesse de rêver. Et moi, je pense que je me considère comme étant un véhicule, justement, pour beaucoup de jeunes talents dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans... c'est mon devoir. J'ai eu la chance de vivre ailleurs, d'évoluer ailleurs, dans d'autres marchés dans le monde. J'ai vu un peu comment les choses devraient se passer chez nous. Et j'ai envie de faire partie de ces gens qui se battent pour que ce genre que la stabilité et les infrastructures, justement, dont Laetitia parlait tout à l'heure, qu'elles se manifestent, qu'elles deviennent réelles. Et voilà, donc c'est un peu ça qui me motive, moi, aujourd'hui. Il y a une question pour Mombi et Laetitia. Comment vous faites pour gérer vos collaborations avec des entrepreneurs qui font la même chose dans les provinces? Qui font la même chose dans quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin. Ils font la même chose dans les autres provinces de la RDC. Bah, je pense que quand on est artiste, on est tous uniques en fait. Ce que je fais en tant que styliste est toujours et sera toujours différent de ce qu'un autre styliste fait. On raconte absolument pas les mêmes histoires. Donc, au contraire, moi, j'aime travailler je travaille avec beaucoup d'autres stylistes parce qu'on apporte tous une touche différente. Notre vision de la RDC, notre vision de la mode et de concevoir et de créer est totalement différente. Et finalement, c'est même ce qui nous... Je favorise d'ailleurs les collaborations parce que je pense que c'est ce qui nous manque ici et c'est ce qui pourrait nous enrichir. Emmanuel, quel est l'un de tes plus grands rêves en tant que réalisateur d'origine congolaise que tu aimerais partager avec le monde? Ah, ça c'est une très très bonne question. En fait, mon plus grand rêve justement, c'est de raconter l'histoire du Congo. C'est-à-dire, j'ai un concept pour un film réel qui parle du Congo et des Congolais avant la colonisation et pourquoi la colonisation et comment la colonisation et comment aujourd'hui et comment demain. C'est mon plus grand rêve. La colonisation, c'est une histoire quand même un peu triste, mais vous aimeriez la raconter du point de vue des Congolais ou du point de vue de ce Congolais qui a vu autre chose à l'étranger? Ah, ça, j'aimerais raconter cette histoire du point de vue des Congolais. Parce que, enfin, il y a même, pour un petit exemple, il y a l'histoire de The Rumble in the Jungle, Muhammad Ali et George Foreman au Congo. J'ai fait 4 mois, j'ai cherché tous les films qu'il y a sur ce combat-là. Il n'y a aucun film il y a aucun des films qui est sur le point de vue des Congolais. Donc, j'aimerais raconter cette histoire-là sur le point de vue des Congolais et j'aimerais raconter l'histoire des Congolais sur le point de vue des Congolais, mais pas sur le point de vue de l'étranger. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, ce serait mon plus grand rêve de raconter les grandes histoires. Je parle de l'histoire de Lumumba sur le point de vue congolais, l'histoire de Laurent Désiré Kabila, l'histoire de Mobutu
l'histoire de Muhammad Ali, George Foreman, l'histoire de Étienne Tshisekedi, le père, même l'histoire de Joseph Kabila, vraiment la vraie histoire sans le without sugarcoating it. Je sais pas si. Je vais demander à l'organisation de m'accorder quelques minutes. J'ai une dernière question à poser à tout un chacun. C'est vraiment une réponse courte. Est-ce que une industrie digne de ce nom, créatrice, créateur, pour les artistes au Congo est-elle possible et à quelles conditions? Ce sera la dernière question à tout un chacun. Je commence par Stéphanie. Oui, je pense que cette industrie est possible, elle est atteignable. En 1974 ou 1976, le disque Marie-Louise de Wendo Colossoy s'est vendu à 700 000 exemplaires. C'était un 45 tours, donc comme quoi c'est possible. Mais je pense que la base aujourd'hui, c'est la politique publique, c'est une vraie volonté politique. Les artistes sont allés pour moi au-delà de ce qu'ils pouvaient faire et que maintenant, il est vraiment temps que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de la culture et des arts dans une société pour qu'elle s'épanouisse et aussi que c'est un moyen de faire de l'argent et c'est un moyen de faire travailler toute une population. La culture, ça peut être des centaines de milliers d'emplois. Merci Stéphanie. Laetitia? Ouais, je rejoins un peu ce que Stéphanie disait et je pense que c'est ce qui est un peu ressorti de tout ce qu'on vient de dire durant cette heure, qu'on manque d'infrastructures et que sans ça, en fait, on n'avance pas. À un moment, qu'on le veuille ou pas, on peut mettre toute la volonté qu'on veut, on en a quand même besoin. On en a quand même besoin et sans ça, il y a un moment où on est complètement bloqué. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la RDC a malgré tout un bon branding à l'international et que c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne parvienne pas à l'exploiter comme il se doit. Emmanuel, on va finir avec Morombi avec la même question. Emmanuel, à toi. Oui, enfin, comme les autres ont dit, c'est très possible justement d'atteindre ces objectifs-là. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus de discipline. Enfin, et les acteurs, les artistes et aussi la partie des institutions. On a besoin d'un peu plus de discipline et de respect pour le travail qu'on fournit et on va atteindre les objectifs. Morombi qui pense peut maintenant faire autre chose que devenir influenceur, leader. Est-ce qu'une industrie créatrice pour soutenir les artistes au Congo est-elle possible et à quelles conditions? Absolument, hein. Absolument, chers amis. Je pense que les amis du panel ont dit vraiment, ont vraiment touché le point. Et si c'est possible, évidemment c'est possible. Je pense que tout est possible au Congo. C'est juste une question de volonté. C'est une question d'organisation parce que si on n'est pas organisé, on pourra jamais rien développer. Donc moi je suis très confiant et très content de voir une nouvelle vague de jeunes créateurs et jeunes professionnels culturels qui viennent avec une mentalité qui est beaucoup plus unie que nous avons été, nous qui sommes un peu plus âgés. Et voilà, je pense que vraiment, il est temps d'arrêter faut commencer à mettre toutes les polémiques et tout ce qui peut vraiment être destructif et tout ce qui détruit ce côté magnifique, unificateur. Il faut mettre ça de côté. Je vais terminer par dire que celui qui dit le peuple d'abord doit aussi dire la culture d'abord, parce que la culture c'est le peuple. Donc il faut
ça sera possible le jour où on commencera à faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Merci beaucoup, Mohombi, pour l'intervention, la qualité de la réflexion. Emmanuel Bouyamba, merci beaucoup pour le temps, pour la disponibilité. Stéphanie, merci beaucoup pour cette expérience qui n'est pas d'un toubab qui revient. Non, non, c'est l'expérience de terrain de quelqu'un qui connaît le milieu. Merci beaucoup, Ticia. Et je ne vais pas oublier de remercier Kaori Fuji et Yvan qui ont facilité cette rencontre et cette session web consacrée au développement de carrière dans l'industrie créative en RDC. À tous, je souhaite une très bonne soirée et merci de nous avoir suivis. Merci. Bye bye. Merci, merci.